On parle beaucoup moins de lui depuis une dizaine de jours et pour cause, il travaille d'arrache-pied pour préparer son programme, l'affiner, son équipe de campagne. Je parle de François Fillon et c'est avec un de ses plus fidèles amis, lieutenant, qu'on est ce matin dans les locaux du Figaro, dans le studio du Figaro, Jean de Boishue. Jean de Boishue, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans ces studios, dans les studios du Figaro, pour un talk où on va parler beaucoup de politique étrangère aussi. Oui. La mise en place de l'équipe de François Fillon se fait normalement, se fait bien. Elle se fait très bien. Pas trop dans la douleur. Au contraire. Parce qu'il faut rassembler là maintenant. Non, mais c'est vrai que nous étions divisés. Ouais. Et il y avait des écuries qui soutenaient tel ou tel candidat. Je crois qu'au lendemain de la victoire de François Fillon, l'objectif c'est d'éliminer personne. Ouais. Et il y a des équipiers des autres candidats qui vont rentrer dans notre équipe. Et ça se passe très bien. Quel rôle vous jouez, vous, là-dedans? Écoutez, moi, j'ai toujours été comme ça. Vous êtes une éminence grise, J'ai vous, toujours hein? été une PME, une petite PME qui travaillait pour Fillon. Dans l'ombre? Oh, j'aime pas ce mot. Vous n'aimez pas ça? J'aime pas ce mot, mais c'est vrai que j'aime pas beaucoup les sunlight, les lumières. Ouais, sauf aujourd'hui. Sauf aujourd'hui au Figaro. Ouais. Mais j'ai toujours travaillé comme ça avec François Fillon. J'étais effectivement son ami. D'abord son ami, parce que j'aime beaucoup François Fillon. Ouais. Personnellement, je dis bien personnellement. Ouais. Et j'ai toujours essayé de l'aider. Je crois encore, on s'est bien entendu. C'est quelle droite, François Fillon? Écoutez, vous avez vu, ça part dans tous les sens, là. Il a été accusé. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y a une droite numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ouais. Pour moi, en tout cas, la droite, c'est quelque chose de très simple. Ouais. Ce sont des gens qui paient leurs impôts, qui travaillent, qui sont des catholiques. On peut être de gauche aussi en payant ses impôts. Hein. Oui, mais la droite la paye, on l'oublie de temps en temps, c'est pour ça que je le dis. Ce sont des gens qui travaillent pour la France, mais qui n'ont, au fond, jamais eu droit au pouvoir, au fond. Ah bon? Ils ont été bousculés par les gaullistes. Le général de Gaulle, il n'était pas de droite. Ils ont été bousculés par les gaullistes au lendemain de la Libération, ils ont été secoués par le chiraquisme, c'est intéressant ce que vous dites. Ils ont été pillés par le centrisme. Autrement dit, cette droite-là qui fait tourner la machine française, au fond, elle n'a jamais été au pouvoir. Elle n'a jamais été au pouvoir. Et quand la droite était au pouvoir... Il y a un petit peu de De Gaulle, un petit peu de Chirac, un petit peu tout. de Giscard quand même, elle a servi de vivier. Elle a servi de vivier. Ouais. C'est une nouvelle droite, Fillon, alors. Vous êtes en train de nous dire ça? C'est une droite nouvelle que Fillon est allé chercher à la cave et qu'il a mis au balcon. Parce que ce sont des gens qui ont servi à tout le monde. Et lui a dit, mais vous existez, c'est vous qui faites tourner la France. Et la droite traditionnelle qui est la droite qui a pris le pouvoir en France pendant des années, parce qu'il y a eu Chirac, c'est une droite qui a toujours voulu se mélanger à la gauche et faire semblant de la... Fillon, c'est pas le cas? Pas du tout. D'accord. Vous avez vu qu'il y a une bataille des valeurs qui est en train de se produire, là, avec... Le Front National, on voit bien que le Front National, il est embarrassé quand même par l'élection de François Fillon, la victoire de François Fillon, et que là, vous avez entendu les propos de Madame Le Pen hier, vous avez entendu... Écoutez, il n'y a aucun accord, il n'y a aucune possibilité de discussion avec le Front National. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, il va y avoir une bataille ou pas? Moi, je le dis. Ouais. Il y aura une bataille très simple. Sur les idées, c'est que pour une fois, et je rejoins ce que j'ai dit au début, pour une fois, il y a un candidat de droite qui a un bon programme de droite. C'est un vrai candidat de droite. Un vrai candidat de droite qui aussi sait parler du social. Du coup, est-ce qu'il peut provoquer une crise au Front National? Écoutez, moi, je ne suis pas très intéressé de la crise au Front National. Ce que je pense, c'est qu'il y a des gens qui ont peut-être été au Front National, mais qui enfin ont vu un candidat qui répond à leurs préoccupations et à leurs valeurs. Sur le front économique, Fillon doit-il mettre de l'eau dans son vin? Écoutez, moi, je ne suis pas un économiste. Ce que je veux dire, c'est que Fillon a toujours dit qu'il ira jusqu'au bout de son programme. Ouais. Alors, effectivement, comme aujourd'hui, il affiche clairement ses idées, il est attaqué. Et les attaques de ses adversaires sont toujours les mêmes. C'est pas possible, il faut pas... C'est pas que les adversaires, monsieur de Boishue, c'est aussi à l'intérieur de l'électorat de droite. Moi, je croise des gens qui sont de droite, affichés, mais qui disent, mais attendez, la sécurité sociale, nous, on est modeste, il n'est pas question de remettre en cause l'universalité de la sécurité sociale, mais il s'agit pas non plus de dire en permanence ça il faut pas le faire, ça il faut pas le faire, ça il faut pas le toucher. Il y a un travail de pédagogie à faire. Nous étions dans le schéma des primaires. Le candidat Fillon va maintenant affronter l'opinion publique et travailler avec les Français. Il commentera, il expliquera, il ira plus loin. Mais le principe de dire oh oui, vous inquiétez pas, on va arranger ça. C'est pas son vocabulaire, ça. Non, il a été élu parce qu'il a toujours dit qu'il voulait un changement radical. Il est cohérent.
constant et Voilà. cohérent. Mais une campagne, au fond, c'est une discussion. Une campagne, c'est une rencontre avec les Français, on l'a suffisamment dit. Eh ben voilà, il va faire ça. Bon. Donc il va y avoir, ça va être en janvier, ça, où il va revenir sur le devant de la scène. Bien entendu, mais bien entendu. Ouais, Je veux dire que la campagne va être longue. Parce qu'il y a une grosse inquiétude dans une partie de l'électorat de droite. Eh bien, parce que François Fillon. Cet électorat, d'ailleurs, qui n'est peut-être pas allé voter, parce que c'est un électorat à droite. Mais en tout cas, nous avons une légitimité grâce aux Français importante. D'accord. Peu de candidats sont partis sur des bases comme celle-là, D'accord. donc voilà. Vous êtes agrégé de russe. Oui. Vous connaissez bien la Russie. Vous avez même des origines russes. Est-ce que vous êtes l'aiguillon pro-russe de François Fillon ? Je ne suis pas l'aiguillon russe de François Fillon. Non, et on sait que François Fillon je ne suis pas un russe blanc, je suis un russe un français bleu, blanc, rouge, mais je connais bien la Russie. Oui. Et non, mais vous voyez où je veux en venir. Oui, très François bien. Fillon Et j'ai toujours partagé avec François Fillon une conviction, c'est que la Russie est une grande puissance, que c'est une puissance qui peut devenir dangereuse lorsqu'on ne parle pas avec elle. Oui, bien sûr. Et que pour la sécurité en Europe, on a besoin d'un accord avec les Russes, d'une discussion avec les Russes et d'un espace commun avec les Russes. Oui. Donc, il faut parler avec Poutine le plus possible. Il faut parler avec Poutine, et Poutine a besoin de parler avec nous. Est-ce qu'il faut laisser tomber l'histoire de la Crimée ? Mais absolument pas. Qu'est-ce qu'on lui dit pour la Crimée ? Il faut toujours dire aux Russes la vérité. Mais les Russes respectent les gens qui ont avec eux une discussion ouverte. Il ne faut pas croire. Poutine a dit de Fillon, je crois, que c'était un bon Européen. Et il a ajouté un vrai Européen. Donc il reconnaît à François Fillon une légitimité pour parler de l'Europe. Et effectivement, l'affaire de la Crimée, on ne peut pas l'accepter. Mais il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes, notamment l'Ukraine. C'est un problème qui est loin d'être réglé. Et ce n'est pas les États-Unis qui vont régler le problème de l'Ukraine. Mais comment on le règle, le problème de l'Ukraine ? Je crois qu'il faut avoir sur l'Ukraine une vraie discussion entre l'Union européenne et la Russie, ce qui n'existe pas. Ben ça s'est fait avec les Allemands, les Polonais, les Français. On n'a pas commencé. D'autre part, il y a un certain nombre d'ambiguïtés importantes. Vous n'ignorez pas qu'il y a un rideau de missiles installé sur la frontière Pologne-Tchécoslovaquie, prétendument orienté vers l'Iran, et en fait que les Russes considèrent comme une agression. Donc il faut parler autant. Je rappelle qu'il y a encore, au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, on se posait la question si la Russie ne devait pas rentrer dans l'OTAN. Cette affaire a été très vite abandonnée. Donc nous sommes sur des dossiers complètement ouverts. Il ne faut pas que la Russie soit dans l'OTAN ? Non, il ne faut pas qu'elle soit dans l'OTAN, mais il faut savoir à quoi sert l'OTAN. Est-ce que c'est... Voilà. Alors ça, c'est un front. Il y a un deuxième front qui est beaucoup plus qui est très compliqué aussi, c'est celui du Moyen-Orient, de la Syrie. On va assister dans les heures à venir à la chute d'Alep, vraisemblablement, c'est-à-dire que les insurgés vont quitter... la ville va revenir à Bachar el-Assad. Ça veut dire que Bachar el-Assad, finalement, il va rester en Syrie. Mais écoutez, avec l'appui des Russes aussi. Cette discussion, bien entendu, cette discussion a déjà commencé il y a longtemps, et les Russes étaient prêts à lâcher Bachar. Ils étaient prêts à condition qu'il y ait une vraie coalition, et non pas en permanence des malentendus, des opérations foireuses, etc. On revient au même problème. On a laissé les Russes s'installer. Les Russes ont dit on ne veut pas qu'il y ait une crise totale de régime pour avoir quelqu'un avec qui discuter. Ils en ont profité, ils ont pris place. Bon, maintenant, il faut compter avec eux, mais on a perdu du temps. On a perdu du temps. Donc il faut parler avec les Russes. La décision se prendra avec les Russes, effectivement. Mais quelle est la priorité, Daesh ou Bachar el-Assad ? La priorité, c'est de rétablir un ordre civil dans ces pays, évidemment. Bachar, il doit partir, il est évident que... Ah, vous le dites. Moi, mais la priorité, c'est quand même d'abattre les terroristes, enfin les islamistes. Bien sûr, mais on ne peut pas se battre sur un territoire où il n'y a aucun ordre organisé. Il faut un autre pouvoir. Et je ne pense pas, ça c'est vraiment, je ne suis pas un spécialiste de cette région du monde, mais je ne pense pas que la position de Bachar soit très très solide. Ça passe par quoi ? Ça passe par une conférence que pourrait lancer François Fillon s'il est élu président de la République ? Écoutez, je ne veux pas anticiper ça, la politique extérieure, il vous le dira, mais il est certain qu'à un moment, il faut se mettre autour d'une table. Voilà. Il faut bien reconnaître que l'Occident a mis beaucoup de désordre dans cette partie du monde en visant un certain nombre de dictateurs et se satisfaisant du fait qu'ils sont partis, mais derrière, ils ont laissé un chaos. Donc, comment ne pas discuter ? Alors, les formes, je crois qu'il faut j'espère
j'espère, que la France prendra des initiatives. Et François Fillon a été, juste un dernier mot, a été extrêmement attentif à cette partie, à ce conflit. Il s'y est même rendu à plusieurs reprises sur le territoire pour regarder le sort des chrétiens d'Orient. Oui. Plusieurs fois. Vous étiez avec lui? 3 fois. Non, je n'étais pas avec lui. 3 fois pour s'occuper de ces gens, les écouter et leur trouver des relais en France. Donc, il est très engagé sur le destin de ces populations et de ces minorités. L'élection de Trump, qui semble vouloir avoir une politique étrangère un petit peu allez, on va qualifier ça isolationniste, c'est un peu rapide, mais c'est une chance pour la France. Écoutez, j'ai un peu de mal à interpréter la politique de Trump. J'ai trouvé cette élection américaine absolument extraordinaire. Donc, je crois qu'on a besoin de prendre contact avec ses équipes. Et je pense que François Fillon va consacrer un peu de temps à l'étranger, bien sûr au premier contact avec les Allemands qu'il connaît bien, mais l'Amérique est sur le tableau de marche, incontestablement. Alors, il y a 5 mois et demi d'ici à l'élection présidentielle, fin avril. L'adversaire le plus redoutable de François Fillon, c'est qui? Le redoutable, c'est bien entendu la gauche, bien entendu. C'est la gauche? Davantage que le Front National? Si vous voulez, la gauche existe. Mais quelle gauche? Il faut... écoutez, incarné par qui? Écoutez, autant je vous ai défini, la gauche a ses primaires. Je crois qu'on a fait école, donc il y a un candidat de la gauche. La gauche en France est très importante. Mais la gauche qui peut être rivale de François Fillon, ça peut être celle qui n'est pas aux primaires, justement. Mais absolument. Ça peut être Macron? Ça peut être Macron, ça peut être Mélenchon. Donc je n'anticipe absolument pas, mais reconnaissez que la dialectique gauche-droite en France est un phénomène constant, historique et continu. Donc notre problème peut-être aujourd'hui le plus difficile, c'est que nous ne savons pas contre quelle gauche nous sommes candidats et contre laquelle nous allons concourir. La plus redoutable pour François Fillon, c'est laquelle? C'est la moins à gauche? Oui, c'est certainement moins à gauche, parce qu'ils vont... C'est Macron. Ils vont évidemment essayer, Macron va essayer de siphonner, comme on dit, des voix chez nous. Donc pour vous, ce n'est pas une certitude que Marine Le Pen soit au deuxième tour? Écoutez, vous me demandez qui sont les adversaires. Il y a 2 types d'adversaires. Il y a un travail sur le fond à faire idéologique, auquel Fillon tient beaucoup, et donc la gauche ne peut pas être considérée, même si elle est très faible, comme absente. Parce qu'elle va se battre sur des nouvelles crêtes. Qu'est-ce que c'est la social-démocratie pour les socialistes? On va finir par comprendre peut-être. Et peut-être que cette élection sera utile pour qu'ils comprennent eux aussi. Donc on ne sera pas absent. Pour le reste, Marine Le Pen, bien entendu, c'est un combat simple. Marine Le Pen, c'est un moulin à poison pour le pays. Eh bien, Fillon n'a jamais transigé avec eux. Eh bien, on va y aller franco. C'était le talk de Jean de Boishue qui nous a dit beaucoup de choses, qui nous a Marine Le Pen, qui est un poison pour ce pays. Et surtout, bien que Fillon, c'est le visage, l'incarnation d'une droite nouvelle. C'est ce que nous a dit Jean de Boishue. Maintenant, avec Mathilde Sirot qui vient d'arriver, on va poser vos questions. On va lui poser vos questions qui seront sans doute intéressantes, diverses et variées. Bonjour Mathilde. Bonjour Yves. Bonjour. Je me sens tout petit, Jean de Boishue. J'ai pas réussi à baisser mon tirage. Alors Jean de Boishue, bonjour. Le programme de François Fillon a été, selon les fillonistes, beaucoup caricaturé. Que répondez-vous à Marine Le Pen qui présente la candidature de François Fillon comme celle du MEDEF, et Nicolas Dupont-Aignan aussi qui dit que François Fillon finalement est le candidat des riches? Écoutez, la tradition de François Fillon, c'est le gaullisme social. On a totalement oublié que François Fillon a toujours été pour le dialogue social, la discussion avec les syndicats, et je crois qu'il n'a pas du tout varié sur ce sujet. Simplement, il a présenté dans son programme des formes de discussion nouvelles. Autrement dit, discuter dans l'entreprise, de l'entreprise et des gens qui travaillent dans l'entreprise. Marine Le Pen, elle est inquiète de notre succès. Marine Le Pen. Vous pensez? C'est pour ça qu'elle doit écoutez, Marine Le Pen, moi je ne sais pas, je ne l'ai pas beaucoup entendu ces dernières semaines. Elle était à la télévision avant-hier. Oui, non, mais elle est revenue. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais, elle est revenue. C'est peut-être François Fillon, d'ailleurs, son élection qu'il l'a. Non, mais on a vu. Et puis il y a des gens à droite, Nicolas Dupont-Aignan que je connais, qui était dans le même département que moi. Ils trouvent que Fillon a réussi ce qu'ils auraient bien voulu réussir. Et mon ami Guénaud aussi.
Ils sont jaloux. Il aurait bien voulu réussir. Eh bien, au fond, vous savez, le problème de ses amis ou de ses adversaires, c'est que Fillon est un Français qui parle au français. Ça ne s'est pas vu depuis assez longtemps. Est-ce que François Fillon parle par contre aux jeunes? On sait que c'est quand même un corps électoral qui soit s'abstient ou soit aussi peut voter pour le Front National. Comment on s'adresse à cette catégorie de la population? Écoutez, moi je crois que les jeunes, il ne faut pas dire je vais parler aux jeunes. Vous savez, les jeunes ont besoin de travail et les jeunes ont besoin d'éducation. Le travail, c'est la croissance. C'est un pays qui repart. Et pour qu'il repart, il faut arrêter les vieilles lunes, les vieux blocages. Et je crois que quand Fillon a dit un jour qu'il renverserait la table, je crois qu'il veut renverser la table justement pour être utile à ces jeunes, je crois. Et l'éducation? Et l'éducation, je viens de le dire, bien entendu, c'est une école qui revient aux jeunes. Elle est abîmée, cette école? Si vous voulez, je ne sais pas si elle est abîmée. Moi, je viens de cette maison, j'adore cette maison. Bon, je suis un enseignant de formation, mais on présente maintenant toujours l'école comme un hôpital ou un garage. Fillon dit non, c'est ni un hôpital ni un garage, c'est un endroit où les jeunes doivent d'abord travailler, espérer et se battre pour leur avenir. D'où l'idée d'une autonomie des établissements ou des périmètres d'établissements où réellement les écoles sont innervées à la vie. C'est une solution, vous verrez, on discutera de ça aussi pendant la campagne, mais ça c'est pour les jeunes, ça. Jean de Boishue, on en a évoqué à l'instant, il y a d'autres candidatures qui sont à droite face à François Fillon. Oui. Henri Guénaud, vous l'avez cité, mais aussi Michèle Alliot-Marie qui s'est déclarée candidate hier. Comment vous interprétez sa démarche? Écoutez, j'aime beaucoup Michèle Alliot-Marie. Je suis un peu désolé de sa démarche. Je pense qu'elle est nostalgique de la réussite de François Fillon. Je crois qu'elle pense qu'elle porte les morceaux de la vraie croix. La Croix de Lorraine, vous voulez dire? Oui, la Croix de Lorraine. J'espère qu'elle au fond, elle est des nôtres et j'espère qu'elle se rangera. Elle va se retirer finalement, vous pensez? Oui, enfin, je n'ai pas de conseil à donner à Michel, qui est quelqu'un de remarquable. Mais je crois qu'elle finira par comprendre que l'intérêt du pays et de notre famille politique est quand même de la réconciliation. Henri, c'est pas pareil. Henri, c'est notre Henri Guénaud. Henri Guénaud, c'est notre vieux sabreur. Finalement, il n'a pas réussi avec Sarkozy ce que Fillon a réussi avec ses amis. Mais il sera des nôtres aussi. Une autre question? Une dernière question de Stéphane Baudry qui nous regarde en direct. Peut-on parler de supprimer 500 000 postes dans l'administration sans repenser, refondre profondément l'esprit du fonctionnariat? Vous savez que c'est une des mesures qui est la plus discutée, la plus polémique dans le programme de François Fillon. Absolument, mais François Fillon a proposé des mesures de compensation en matière d'horaire, en matière d'organisation et de fonctionnement, mais c'était encore une fois un blocage. Un blocage de la fonction publique, c'est quelque chose d'incontournable, sanctifié, sacralisé. François Fillon dit on va réfléchir à une nouvelle fonction publique. Bien, écoutez, c'est un pari très difficile, mais je crois que si on touche à rien, y compris à ces grandes institutions, pensées, valeurs françaises qui sont inébranlables, eh bien on n'arrivera à rien. Et puis ces dernières années, François Fillon, notamment à Matignon, a essayé de toucher à ça. Il a eu beaucoup de mal. Et bien maintenant, il va essayer. Et je lui fais confiance. C'était les réponses de Jean de Boishue, chers internautes, à vos interrogations, à vos questions que Mathilde Sirot lui a posées. Merci Jean de Boishue.